Quand tout va bien, tout arrive. Robert Half vous trouve des missions où vous vous sentez à votre place et apprécié. Le bonheur au travail, tout le monde y gagne. Quand tout va bien, tout arrive. Robert Half vous trouve des missions où vous vous sentez à votre place et apprécié. Le bonheur au travail, tout le monde y gagne. Quand tout va bien, tout arrive. Robert Half vous trouve des missions où vous vous sentez à votre place et apprécié. Le bonheur au travail, tout le monde y gagne. Quand tout va bien, tout arrive. Robert Half vous trouve des missions où vous vous sentez à votre place et apprécié. Le bonheur au travail, tout le monde y gagne. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons laissé passer la petite vidéo pour vous permettre d'arriver dans le webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir avec l'équipe que je vais vous présenter dans une minute. D'abord, nous voulons vous féliciter pour l'obtention de votre diplôme, dans des circonstances qui n'ont quand même pas été évidentes au niveau académique non plus, nous le savons bien. Et je voudrais aussi commencer par remercier l'EFEC de nous avoir invités en tant que partenaire de longue date à vous proposer ce webinaire sur les clés de la réussite de votre recherche d'emploi. Notre panel va donc brièvement se présenter. Je m'appelle moi-même Joël Poilvache et ça fait près de 24 ans que je travaille dans le monde du recrutement chez Robert Half. Je suis responsable aujourd'hui de la Wallonie et du Luxembourg pour Robert Half et donc je vais laisser mes collègues se présenter. Bonjour à tous, je suis Isabelle Massé, je suis responsable du bureau de Bruxelles pour Robert Half et plus spécifiquement de ces deux divisions intérim, Accountants qui est spécialisée en comptabilité et finance et Office Team qui est spécialisée dans toutes les fonctions de support administratif. Bonjour à tous, moi c'est Maude Debelle, ça fait maintenant 10 ans que je travaille chez Robert Half. Je suis responsable de la division Accountemps pour le Brabant Wallon et le Namurois. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Victoire Denève et je travaille chez Robert Half et plus précisément chez Accountemps depuis maintenant 4 ans. Merci les collègues. Donc au niveau de l'agenda du webinaire, nous voulons essayer de vous donner un condensé d'informations utiles pour votre recherche d'emploi. Donc on va introduire en 2 minutes sur l'état du marché de l'emploi aujourd'hui tel que nous le percevons. L'importance, lorsqu'on se lance dans une recherche d'un nouvel emploi, de bien clarifier ses objectifs, de bien mettre en forme son CV, son mail ou sa lettre de motivation, se préparer et faire un bon entretien d'embauche. On va toucher un petit mot des salaires également et finalement l'importance aussi du réseautage via la plateforme LinkedIn. Ce webinaire est donc enregistré et sera à retrouver ensuite sur le blog emploi de l'EFEC ainsi que sur notre blog accessible via le site de Robert Half Belgique. En fin de séminaire, nous ouvrirons aussi à vos questions éventuelles. Et donc à ce propos, je voulais aussi vous indiquer que sur votre écran Zoom, dans le haut ou dans le bas, dépendant un petit peu de votre setup, vous allez voir une petite Q&A box. Et donc, si vous cliquez là-dessus et que vous tapez votre question, nous pourrons essayer d'y répondre en fin de webinaire. C'est anonyme, donc toutes les questions sont anonymes. Et donc, de ne pas vous en faire à ce niveau-là.
personne ne saura quelle question vous voulez poser, même s'il ne faut pas y avoir des questions trop particulières, mais on ne sait jamais que vous n'ayez pas envie de mettre votre nom, sachez que c'est anonyme. Et on voudrait commencer en fait cette présentation, ce webinaire, par un petit sondage, voir un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à votre recherche d'emploi. Donc, on va vous proposer une question. Donc, comment vous sentez-vous par rapport à vos perspectives d'emploi dans le marché actuel? Donc, vous avez 4 propositions, confiant, prudent, mitigé ou inquiet, et on vous demande d'en choisir une et une seule dans les 30 secondes qui suivent. Merci. Florence, je ne sais pas si tu peux déjà nous proposer la répartition des réponses. Merci beaucoup. Donc, que voyons-nous? Nous avons quelques personnes confiantes, c'est très bien, quelques personnes prudentes. Le gros d'entre vous est plutôt mitigé. Et puis, une partie est un petit peu inquiète par rapport au marché d'aujourd'hui. Très, très bien. Donc, nous allons essayer de vous rassurer un peu, en tout cas de vous préparer à ce marché qui, effectivement, a été plus complexe cette année, mais où il y a malgré tout, nous le voyons tous les jours, des opportunités de job intéressantes, aussi pour les jeunes diplômés. Nous plaçons régulièrement des jeunes diplômés via différentes de nos divisions, et donc nous voyons qu'il y a encore beaucoup d'opportunités intéressantes, même si le marché s'est un peu complexifié aujourd'hui, comme on va le voir. Et donc, justement, pour parler en quelques mots du marché en introduction, qu'est-ce qu'on a vu au cours de 2020? En fait, au cours de 2020, on a vu un début d'année et un premier trimestre dans la continuité de 2019 et 2018, c'est-à-dire très, très porteur, en fait, au niveau des emplois, une demande importante de talents sur le marché, même une guerre des talents, comme nous utilisons régulièrement comme formulation, une concurrence entre les employeurs pour avoir les meilleurs talents chez eux. Donc ça, c'était le premier trimestre. Et puis, il y a eu évidemment le coup d'arrêt de la mi-mars avec le Covid et le lockdown qui a été imposé par le gouvernement aux particuliers et aux entreprises non essentielles. Et donc, bien sûr, ça a provoqué un coup d'arrêt dans le marché, mais coup d'arrêt qui était finalement temporaire. C'est vrai qu'à partir déjà du mois de mai, on a vu une reprise progressive mais régulière des opportunités d'emploi sur le marché, des entreprises qui s'organisaient mieux pour pouvoir travailler à distance, etc. Donc tout ça a recréé des opportunités et de l'emploi. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec un deuxième lockdown, mais beaucoup plus organisé au niveau du gouvernement qui veut favoriser malgré tout l'économie, cette fois-ci tout en contrôlant la pandémie, et surtout des entreprises mieux organisées qui ont développé des protocoles de travail beaucoup mieux adaptés à la situation Covid, avec le home working, les protocoles sanitaires internes, etc. Et une demande qui continue malgré tout à être présente, fait que il y a plus d'opportunités aujourd'hui, mais on voit une stabilisation malgré tout par rapport à septembre, qui était un peu le dernier pic qu'on a vu dans le marché aujourd'hui. Donc une petite stabilisation, mais on est assez optimiste malgré tout, parce qu'on voit dans cette deuxième phase donc très peu de chômage temporaire chez nos intérimaires par rapport à la première phase où il y en avait eu beaucoup. On voit toujours certains secteurs qui fonctionnent très très bien, même parfois mieux pendant la pandémie qu'avant, notamment tout ce qui est e-commerce. Et toujours des fonctions demandées malgré tout dans tous nos domaines d'activité. Donc, au niveau de 2021 aussi, on est assez optimiste avec maintenant les perspectives de vaccins qui se présentent, je dirais, à moyen terme
pour notre pays. Et donc, on espère qu'effectivement, ces perspectives vont encourager les entreprises à, je dirais, redévelopper leur marché et surtout à avoir un rebond de la croissance de leurs activités. Et qui dit croissance dit aussi besoin de renforts et de nouveaux effectifs. Donc, soyons optimistes pour la suite. Et maintenant, on va essayer de vous donner quelques conseils utiles par rapport à votre préparation pour ce marché. Et donc, il est important, comme je l'ai précisé dans l'agenda, de bien savoir, lorsqu'on se présente sur le marché, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, de bien se préparer à aborder ce marché et de rester persévérant, de ne pas se décourager si on n'atteint pas tout de suite ou aussi rapidement qu'on le voudrait le job de ses rêves. Il est présent sur le marché, mais il faut persévérer, continuer, même si on reçoit des refus au début de ces recherches. Donc, je passe la parole à Isabelle pour nous parler un peu plus des objectifs. Merci Joël. Pour commencer cette présentation, moi je vais vous parler de quelque chose qui peut sembler évident, mais de façon très pragmatique. Il me semble que si je veux trouver quelque chose, il faut savoir ce que je recherche. Et ceci s'applique également évidemment à la recherche d'un emploi. Pour que mon job me corresponde, il faut que je puisse effectivement clarifier ces objectifs et je commencerai par 4 points, à savoir le premier, le contenu de fonction. C'est important de se poser la question, mais au fond, qu'est-ce qui m'intéresse ? Qu'est-ce qui m'intéresse et de ce fait, qu'est-ce qu'un employeur peut attendre de ma part ? L'idée étant aussi que le descriptif de fonction va être le document, entre autres, qui va être utilisé comme outil d'évaluation et pour voir tout simplement s'il faut correspondre à ce que votre employeur recherchait. C'est dans les deux cas d'ailleurs, est-ce que ce que l'employeur me propose correspond à ce que je recherche ? Le second point serait au niveau du secteur d'activité. Est-ce qu'il y a un secteur d'activité en particulier qui m'intéresse ? Souvent, il est plus facile de savoir ce qui ne nous intéresse pas, ce qui ne nous attire pas, mais c'est évident que pour un employeur, ce sera plus attrayant d'avoir quelqu'un qui est réellement, sincèrement intéressé par ce que fait sa société. La localisation est aussi un point clé. Est-ce que cette société est accessible pour moi à tout moment, été comme hiver ? Est-ce que je dépends des transports en commun ? Est-ce qu'ils sont fiables été comme hiver ? Et malgré un travail qui va évoluer vers quelque chose d'hybride, à savoir une partie de travail à domicile, une partie de travail au bureau, comment est-ce que je vais pouvoir m'adapter à tout moment pour arriver en temps et en heure au travail ? Et le dernier élément que je voulais aborder avec vous, c'était l'environnement de travail. L'environnement de travail, concrètement, va désigner l'ensemble des éléments matériels et humains qui sont susceptibles d'influencer votre travail au quotidien. Ça aborde énormément d'aspects, tant le côté matériel que le côté collaboration avec les collègues. Est-ce que je préfère travailler en solo, dans un bureau isolé ? Est-ce que je préfère travailler en équipe, sur un plateau ? Quelles sont les conditions de sécurité et d'hygiène ? On en a beaucoup parlé par rapport au Covid, mais dans quelle mesure ça a un impact sur moi ? Et dans quelle mesure, en fonction du travail demandé, l'environnement de travail peut m'impacter ? Voilà, ça c'est les premiers points que je voulais aborder. Je te laisse poursuivre, Joël, pour la culture d'entreprise. Oui, c'est vrai que voilà, on vous aura certainement parlé pendant vos études des différentes cultures d'entreprises qui peuvent être présentes et c'est important pour se sentir bien dans une société d'adhérer à sa culture d'entreprise. Donc, on peut avoir des cultures qui sont plus hiérarchiques ou moins hiérarchiques, des cultures qui sont orientées très forte croissance, des cultures qui sont plus orientées sur un business plutôt stable dans le long terme, des cultures orientées très fort sur une méritocratie, tant que d'autres sont peut-être orientés plutôt sur la loyauté long terme, sur l'ancienneté peut-être encore, l'équilibre privé-professionnel qui peut être beaucoup plus valorisé dans certaines entreprises que dans d'autres. Est-ce qu'une entreprise vise l'innovation à tout crin ou bien est-ce qu'elle s'organise plutôt sur des modèles bien établis qui fonctionnent depuis longtemps? Tout ça sont des choses qui sont un peu importantes à examiner lorsque vous vous lancez sur le marché et que vous visez certaines entreprises particulières. Intéressez-vous à leur credo, aux valeurs qu'elles affichent, parlez à des gens qui les connaissent, qui y travaillent.
Les valeurs également, quelque chose d'important pour vous-même à clarifier. Mais quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour moi? Par exemple, le respect, le travail d'équipe, l'innovation. Est-ce que ce sont des valeurs qui sont importantes pour moi? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi? Ça vous permettra aussi d'orienter vos questions lors de vos entretiens avec les entreprises pour voir si vos valeurs sont bien alignées avec les valeurs de l'entreprise. Également, quels sont mes moteurs de motivation? Qu'est-ce qui me fait avancer dans la vie? Qu'est-ce qui me plaît de faire? Et donc, important de se poser ces questions-là, d'essayer d'y apporter une réponse et de pouvoir de nouveau se demander, ben voilà, dans quelle fonction, dans quel environnement de travail est-ce que je vais pouvoir alimenter mes moteurs de motivation, retrouver ces choses qui me plaisent. Et puis, bien sûr, quelles sont les compétences que j'ai déjà acquises, quelles sont les expériences que j'ai déjà construites et sur lesquelles je peux bâtir et me vendre, entre guillemets, pour une fonction spécifique dans une entreprise bien spécifique. Et enfin, les ambitions, c'est vrai que quand on n'a pas encore beaucoup travaillé, c'est parfois difficile de préciser un petit peu ses ambitions, mais c'est souvent une question que vous allez rencontrer. Quelles sont vos ambitions à moyen terme? Donc, c'est bien de se poser la question un petit peu, ben voilà, comment est-ce que je me vois dans quelques années? Et donc, pour réaliser cet exercice de clarification des objectifs, d'une part, c'est important de prendre le temps soi-même en introspection, de se poser ces questions-là. Demander du feedback à d'autres personnes qui vous connaissent bien aussi, qui peuvent valider peut-être ce que vous pensez de vos objectifs et de vous-même, ou pas, vous donner des conseils. Et aussi beaucoup s'informer sur ben voilà, ce qui est possible. Alors, on a des objectifs, c'est une première chose, mais après, il y a aussi ben, qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui est possible. Et donc, on va aussi rentrer un peu plus dans ces points-là lors des différents chapitres qu'on va aborder lors de ce webinaire. Mais avant cela, un deuxième petit sondage qui nous permettra de sentir un petit peu plus comment vous vous sentez par rapport à votre approche du marché aujourd'hui. Donc la question est comment vous sentez-vous par rapport à vos perspectives? Je vois que la question a disparu. Ou est-ce que c'est juste chez moi? Non, voilà. Voilà. Estimez-vous que votre approche du marché de l'emploi est efficace aujourd'hui? Vous vous sentez très efficace par rapport à votre approche? Vous êtes vraiment très satisfait de votre approche? Vous avez des résultats déjà? Vous vous sentez efficace, satisfait ou peu efficace, assez peu satisfait finalement de votre approche actuelle? Je vous laisse de nouveau 30 secondes pour répondre. Florence, je ne sais pas si tu as suffisamment de réponses déjà pour nous afficher les résultats. Ben voilà. OK. Donc, intéressant, intéressant. Donc, ben, j'espère que ce webinaire, alors aujourd'hui, pourra peut-être vous aider à améliorer encore votre approche du marché et à vous sentir mieux aussi par rapport à cette approche que vous réalisez, puisque pas mal d'entre vous ne sont pas encore complètement satisfaits d'eux-mêmes par rapport à leur approche. Et donc, je vais passer maintenant la parole à Maude pour nous parler de comment faire un bon CV d'abord, hein. C'est une des premières étapes dans la recherche. Merci Joël. Donc, on va regarder ensemble effectivement les éléments indispensables à avoir sur son CV. Alors, les données personnelles, ça peut sembler la base, mais croyez-moi, il y a très souvent des oublis et des fautes. Donc là, important bien sûr, un nom, prénom, bien vérifier de bien mettre le bon numéro de téléphone. Et alors également, maintenant, vous allez rentrer dans le monde du travail et donc d'avoir une messagerie qui est professionnelle aussi. Parce que le but quand même, c'est que vous soyez contacté pour avoir des entretiens et donc faites attention vraiment à vos messageries.
Également, vos adresses email. Essayez d'avoir une adresse mail qui est professionnelle également. Vos formations, donc important de bien mettre les formations que vous avez faites, même si vous n'avez pas terminé vos formations. Si vous avez commencé par exemple d'autres études, vous n'avez pas été au bout du cursus, mettez-le également sur votre CV. Votre expérience professionnelle, ici pour vous, ça va être principalement les stages, les jobs d'étudiants également. N'hésitez pas à les mettre, ça a vraiment son importance. Au niveau du stage, c'est important de bien dater. Mettez bien la date de début, la date de fin et également un petit détail, un petit descriptif sur les tâches que vous avez pu faire pendant votre stage. Au niveau des compétences, les langues, de là mettre également un niveau, que ce soit un niveau à l'écrit, à l'oral, donc important de bien détailler au niveau de vos langues, vos connaissances informatiques également, bien mentionner vos disponibilités. On conseille également donc aux candidats de mettre les références sur leur CV. Donc les références, en quoi ça consiste? Ce sont les personnes qu'on peut contacter pour qui vous avez travaillé. Donc ici, dans votre cas, par exemple, ça va être les personnes qui ont été responsables, qui vous ont suivi pendant votre stage. Important de bien leur demander leur accord, de leur passer un petit coup de fil, de voir avec eux si vous pouvez bien mettre leurs coordonnées sur votre CV. Et alors, également, on vous conseille de mettre, si vous avez des hobbies, des sports, important d'avoir un petit point un petit peu qui reflètera parfois plus votre personnalité également. D'autres conseils, donc importants, on part vraiment du plus récent au plus ancien. Hein. Dites-vous bien, quand vous lisez votre CV, c'est important que la personne, c'est bien qu'elle sache où vous avez fait peut-être vos humanités, mais c'est surtout important qu'elle sache d'où vous venez d'être diplômé maintenant. Maximum une page. Hein. Je pense que pour le moment, vous êtes encore en début de carrière, on devrait y arriver. L'authenticité de votre CV, également un point important. Il faut bien garder en tête que ce CV servira vraiment de base pour la discussion pendant l'entretien. Et donc, ce qui est sur votre CV doit être la réalité, refléter vraiment la réalité et déjà votre personnalité. Également, ça doit être clair, ça doit être agréable à lire. Il faut bien se rendre compte que parfois, ils reçoivent une grande quantité de CV. Ça doit être vraiment agréable, très clair. On voit aussi fatalement, ici au niveau de l'EFEC, vous êtes de formations différentes. On se rend bien compte que le CV d'un comptable en option fiscalité sera très certainement différent du CV qu'on va retrouver d'un étudiant qui vient d'être diplômé en marketing, en option, avec des options web design par exemple. Il y aura une différence. On voit d'ailleurs sur le marché aussi des nouveaux types de formats. On peut retrouver des CV sous forme de vidéo également. Donc là, voilà, on vous donne vraiment ici les éléments qui doivent s'y retrouver. Après, c'est à vous à l'adapter en fonction de votre formation. N'hésitez pas également à mettre en avant si vous avez, par exemple, des réussites au niveau de vos grades, si vous avez participé à des concours ou autres. Vraiment, vous pouvez mettre ça en avant sur votre CV. Pour la lettre de motivation, alors point vraiment très important également, faites attention aux fautes d'orthographe. Donc aussi bien votre CV que votre lettre de motivation, vraiment faites relire. C'est vraiment important. Demandez même à plusieurs personnes de relire pour avoir il peut y avoir un avis, bien que c'est important aussi que ça reste très personnel, mais surtout par rapport aux fautes d'orthographe. Maximum de nouveau, donc vraiment une page, 3 paragraphes. Et alors, c'est important, vous pouvez avoir une lettre de motivation qui est un petit peu standard de base, mais de bien chaque fois l'adapter en fonction de l'endroit où vous allez postuler, par rapport à la fonction, par rapport à cette société. Pourquoi? Qu'on sente vraiment votre motivation, qu'on sente déjà, qu'on voit un petit peu le genre de personnalité que vous avez à travers votre lettre de motivation. C'est vraiment très, très important. Je vais passer la parole maintenant à Victoire qui va vous parler donc de l'entretien d'embauche. Et on a d'ailleurs, je pense, une petite vidéo d'abord humoristique sur ce qui ne... Voilà, je vous laisse découvrir. Roger, just remember everything I told you. Mimic all of the interviewers' movements. They love that.
Got it. No problem. So Roger, tell me, how will you benefit the company? I can drive this company. Really? So, where do you see yourself in 5 years? Here, I think where you're sitting right now. Interesting. How are you with spreadsheets? Yes, I can spread sheets. I can spread all the sheets. I feel the best thing. I mean, they're okay. I think it went great, man. Voilà, du coup, pour éviter ce genre de situation un peu embarrassante, c'est évidemment fondamental de bien prendre le temps de se préparer pour l'entretien. Et pour savoir si vous êtes bien préparé, vous pouvez vous poser 4 grandes questions. La première, c'est de savoir où est-ce que je postule. Pour ça, vous avez différents outils à votre disposition. Il faut évidemment se rendre sur le site internet de la société où on postule, sur sa page LinkedIn aussi, sur laquelle il peut y avoir plein d'informations, se renseigner sur l'activité de la société, le marché dans lequel elle est active, les particularités de son secteur aussi, et sur son actualité, sur Google, tapez le nom de la société, voyez un petit peu ce qui s'est passé récemment, et bien sûr, lire de manière très approfondie la description de fonction, les tâches, le profil recherché, etc. Et être bien renseigné en fait sur la société, sur la fonction, c'est une vraie preuve de motivation en fait à l'entretien. La seconde grande question qu'on peut se poser pour savoir si on est bien préparé, c'est de savoir qui est-ce que je vais rencontrer. Se renseigner sur la personne, déjà connaître son nom pour pouvoir la saluer au moment de l'entretien. Connaître aussi son parcours. Pour ça, vous pouvez de nouveau utiliser LinkedIn, voir un petit peu ce que la personne a fait avant, ce qu'elle a étudié, comment elle a évolué au sein de la société. Ensuite, il faut savoir aussi où est-ce qu'on doit se rendre. Donc, vérifier l'adresse, vérifier avec Waze, par exemple, Google Maps, peu importe comment se rendre à l'endroit, s'il y a des changements de transport en commun. Prévoir un temps aussi au cas où il y a un imprévu, ne pas être trop juste dans son trajet, dans l'estimation de son temps. Et alors, la dernière chose, c'est de savoir un petit peu quelle sera la procédure de recrutement. Ça, généralement, c'est une question qu'on peut poser lors du premier entretien, de savoir un petit peu à quoi on peut s'attendre, en fait. Combien est-ce qu'il y aura d'entretiens? Est-ce qu'il y aura des tests à faire? Quand est-ce que je peux m'attendre éventuellement à avoir une réponse? Etc. Quand vous allez vous préparer en fait à l'entretien, vous allez aussi certainement avoir des questions qui vont vous venir, de savoir par exemple comment se compose l'équipe, à quoi est-ce que je peux m'attendre pour cette fonction, quelles sont les possibilités d'évolution, tout ça, notez-les bien, c'est important de pouvoir poser ces questions aussi lors de l'entretien. Alors, le deuxième grand point pour bien se préparer, c'est de pouvoir répondre aux questions qui vous seront posées pendant l'entretien. Il y a des questions qu'on ne peut pas prévoir, mais il y a évidemment toute une série de questions qui sont assez classiques et fréquemment posées, comme tout ce qui est questions générales. Donc ça va être pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire tel type d'études, pourquoi est-ce que vous avez fait votre stage à tel endroit, qu'est-ce que vous savez de notre entreprise, etc. Ensuite, il y a tout ce qui est questions plus ciblées, questions plus techniques, vraiment liées par exemple au type de tâches que vous avez eu l'occasion de faire pendant votre stage, au sujet que vous avez choisi pour votre travail de fin d'études, par exemple, etc. Il y a tout ce qui va être aussi question sur votre manière de travailler. Donc, comment est-ce que vous gérez les deadlines? Comment est-ce que vous gérez le stress? Est-ce que vous êtes capable de travailler en équipe, de travailler de manière autonome, etc. Et alors, la dernière grande catégorie de questions, évidemment, ça va être sur votre personnalité, les questions qui vont être propres à vous. Donc, préparez bien tout ce qui est qualité, défaut, soyez capable de parler de vos forces, de vos faiblesses. Et ça, vous pouvez aussi vous aider de votre entourage en leur demandant de vous expliquer comment est-ce qu'ils vous perçoivent, quelles sont vos forces selon eux, quelles sont vos faiblesses, demandez à votre maître de stage aussi. Et alors pour tout ça, ce qui va être vraiment très important, c'est de donner des exemples. Peu importe les questions qu'on vous pose, essayez d'alimenter ça avec des choses concrètes qui vous sont arrivées, que ce soit pendant votre stage, pendant un travail de groupe, peu importe, ou pendant un job étudiant, même ça peut être aussi très, très intéressant, mais comme ça rend plus concret tout ce que vous allez expliquer à votre interlocuteur, à votre sujet. Voilà, je vais repasser du coup la parole à Maude. Alors, que prendre avec soi? Donc, comme Victoire le disait tout à l'heure, donc l'adresse, et effectivement bien vérifier qu'on sache où on se rend. La description de fonction, prendre le nom de la personne qu'on va rencontrer, le numéro de téléphone également de la société, une copie de son CV, un bloc-notes sur lequel on aura bien sûr noté les questions comme Victoire vous le conseillait,
pour avoir ces questions en fin d'entretien. Ça, c'est quand on part en entretien. Maintenant, comme vous en rendez compte, mais maintenant, on ne va pas toujours en entretien sur place. Hein. Beaucoup de choses se font de manière virtuelle. Et donc, là aussi, ça nécessite une préparation bien spécifique. Donc, s'assurer déjà qu'on a une bonne connexion, qu'on a bien un PC qui est chargé, voir à l'avance si on doit downloader quelque chose pour pouvoir avoir accès à l'entretien. Également important, si vous êtes en colocation chez vous, enfin peu importe où vous êtes, mais c'est prévenir les personnes autour de vous que vous rentrez en entretien, être sûr qu'on ne vienne pas vous déranger. Et alors également un petit conseil pour garder vraiment un contact visuel, hein, donc c'est de mettre également peut-être votre CV vraiment devant vous, comme ça vous regardez un maximum votre webcam. Pensez également au fond derrière vous, que ce soit quelque chose de professionnel, si pas, vous le floutez. Et également, ce n'est pas parce qu'on est dans son salon ou sa chambre à coucher qu'on néglige sa tenue professionnelle, sa tenue vestimentaire, je veux dire, d'avoir quelque chose de professionnel, c'est vraiment important. Et je repasse la parole à Victoire qui va vous parler de l'importance du non-verbal pendant les entretiens. Merci. Ben voilà, en effet, comme Maud vous parlait de la tenue vestimentaire, ben par exemple, ça fait aussi partie de tout ce qui est non-verbal. Vous voyez ici sur le graphique à droite de l'écran que 55% de ce à quoi va faire attention votre interlocuteur pendant l'entretien va être le langage corporel. Le contenu qui est ici en bleu foncé n'est qu'une petite partie en fait de ce qui va être important, en tout cas dans le premier entretien. Et donc, pour être sûr de mettre son non-verbal à profit pendant l'entretien, il y a différentes choses auxquelles vous pouvez faire attention. Déjà, donner une première impression, une bonne première impression en étant détendu, déterminé. Soigner son apparence, comme Maud le disait, que ce soit en virtuel ou en présentiel, c'est important d'être soigné. Faire attention à sa voix aussi, son intonation, la manière dont on parle et évidemment à sa posture, de nouveau, que ce soit en virtuel ou en présentiel, se tenir avec le dos droit, les mains posées, stables sur sa chaise et éviter de bouger dans tous les sens et de montrer qu'on est un petit peu mal à l'aise ou stressé. Alors ici, sur le prochain slide, vous allez voir toutes les erreurs vraiment les plus courantes qui sont faites par les candidats lors des entretiens liées à tout ce qui est non-verbal. Je vais attirer par exemple votre attention sur le regard. Il y a 67% en fait des candidats qui n'arrivent pas à maintenir un regard correct avec leur interlocuteur, qui vont par exemple avoir un regard fuyant, ce qui peut donner l'impression, même inconsciente, qu'on est peu fiable. Une autre grosse erreur, par exemple, et on en parlait tout à l'heure, c'est la tenue vestimentaire, mais c'est vraiment important. Et il y a 70% des candidats qui donnent une mauvaise première impression liée à leur tenue vestimentaire. Et pour la tenue, justement, on vous conseille généralement, si vous avez un doute, de rester très sobre, très classique en entretien. Le recruteur ne va pas faire attention au fait que vous soyez à la pointe de la mode. Ce qui va être important, c'est vraiment d'être sobre et classique, y compris pour l'entretien virtuel. On se rend compte également que 38% des candidats oublient de sourire et ça a quand même son importance. Également, 47% des candidats ne sont pas assez préparés sur la société. Donc, important d'aller voir le site internet de la société, d'aller voir s'il y a eu des parutions, s'il y a eu quoi que ce soit comme information que vous pouvez retrouver par rapport à la société. Je pense notamment à ceux qui sortent de la formation de comptabilité. C'est toujours bien d'aller voir les comptes de la société. Vous marquez vraiment des points et vous montrez vraiment un intérêt réel pendant l'entretien. Donc là, on a regardé vraiment ensemble comment vous aider à préparer votre CV, votre lettre de motivation, se préparer pour l'entretien. Maintenant, je vous propose je vais passer la parole à Isabelle pour aborder un sujet qui, en général, quand on fait cette présentation dans les classes directement, suscite de l'intérêt, qui est le salaire. Merci Maude. Alors, le salaire, probablement que vous avez déjà reçu ce message, mais il reste important de vous le transmettre. Il ne faut pas l'aborder lors du premier entretien. Ce qui est important au niveau du salaire, c'est de laisser votre futur employeur aborder la question du salaire. Dépendant comment ça s'organise au niveau des différentes sociétés, il se peut à l'heure actuelle que vous auriez un premier entretien virtuel et un second entretien, ce qu'on appelle face-to-face, physique, où vous serez présent dans la société, et ce n'est probablement lors d'un second ou éventuellement d'un troisième round, si ça devait être le cas, que la question salariale sera abordée.
Au niveau du salaire, concrètement, on l'aborde toujours en brut, donc on parle toujours d'un salaire brut. Le package salarial brut, c'est simplement le niveau du salaire qui sera inscrit sur votre contrat, sur lequel sera prélevé des cotisations. À côté du salaire brut, et une fois que les cotisations sont déduites, vous en aurez votre salaire net. À côté du salaire brut, il y a souvent ce qu'on appelle les avantages extra-légaux. Concrètement, en Belgique, que sont les avantages extra-légaux? C'est typiquement des chèques repas. On a à peu près 70% de sociétés qui offrent des chèques repas à leurs employés, ce qui vous permet uniquement de les utiliser pour votre déjeuner, par exemple, ou faire vos courses pour des raisons alimentaires. Les sociétés payent également ce qu'on appelle les frais de déplacement, que vous veniez en transport en commun, à pied ou en voiture, et c'est aussi quelque chose qui est réglementé. Et certaines sociétés, et de plus en plus à l'heure actuelle, ont une participation à des frais, par exemple, pour le télétravail, pour subsidier en tout cas les frais liés à l'utilisation d'Internet. D'autres sociétés proposent aussi dans une seconde partie une assurance groupe et une assurance hospitalisation, ce qui est peut-être moins tangible parce que ce n'est pas du salaire net à proprement parler, mais ça fait partie de ce qu'on appelle le package salarial et c'est ce que vous pouvez vous attendre. Je vous invite dans tous les cas de figure à aller sur notre site pour télécharger le guide des salaires et regarder peut-être par rapport à votre spécialisation pour avoir une idée un petit peu plus concrète de ce que vous pouvez vous attendre. Et bien évidemment, nous restons là pour vous conseiller pour avoir une idée un petit peu plus spécifique. Voilà pour la partie salaire. Je te rends la parole, Maude, pour le réseautage. Tout à fait. Merci Isabelle. Alors, par rapport à LinkedIn, j'imagine que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, que certains d'entre vous ont déjà peut-être un profil LinkedIn, mais je suis convaincue que ce n'est pas la totalité. C'est vraiment très, très important. Donc, c'est vraiment le numéro 1 dans les réseaux sociaux professionnels. C'est vraiment le Facebook du monde du travail. Ça vous permet de vous connecter à d'autres collaborateurs. Ça vous permet de suivre des sociétés. Ça vous permet de faire des recherches par rapport à un emploi également. C'est vrai que quand on va dans les écoles, souvent les étudiants nous disent « Oui, mais bon, je trouve que je n'ai pas encore forcément ma place maintenant pour avoir un profil LinkedIn. Je n'ai pas encore suffisamment d'expérience. » Ce n'est pas vrai. Vous sortez maintenant, vous avez tout à fait votre place légitime sur LinkedIn. Vous êtes diplômé, vous avez déjà eu un premier stage. C'est important ici, Victoire va vous montrer comment un profil type, mais vous avez vraiment votre place dès maintenant sur LinkedIn et c'est vraiment important justement d'avoir votre profil parce que vous allez voir que dans la recherche d'emploi, les employeurs vont certainement aller voir, tiens, est-ce qu'il a déjà un profil LinkedIn, comment il a fait son profil LinkedIn, ça a vraiment son importance et on attend ici dès aujourd'hui la création de votre profil et vous pouvez nous demander comme contact dans votre réseau également. Victoire, je te laisse la parole. Merci. Du coup, ici, vous voyez un exemple type de profil LinkedIn et je vais vous expliquer pour ceux qui ne l'ont jamais vu un petit peu comment ça se structure. Donc, la première chose qu'on voit directement, c'est la photo de profil. La photo de profil, il faut qu'elle soit professionnelle, évidemment. C'est un réseau professionnel, c'est-à-dire pas de selfie, pas de photo coupée. Il faut vraiment une photo où on puisse bien identifier votre visage. Après, où vous soyez vraiment reconnaissable et qu'elle soit en noir et blanc ou en couleur, ça, peu importe. Derrière, on voit aussi qu'il y a la possibilité de mettre une photo en arrière-plan. Ce n'est pas indispensable, mais ça peut en tout cas contribuer positivement à votre image de marque personnelle, donc c'est-à-dire à indiquer un petit peu qui vous êtes, ce que vous êtes. Mais voilà, ce qui est toujours intéressant, c'est évidemment de choisir une photo qui soit liée avec votre branche d'activité, la profession que vous recherchez, etc. Ce qu'on voit ensuite aussi directement, c'est le nom. Là, évidemment, vous mettez votre nom complet. On vous conseille de ne pas mettre de données confidentielles, c'est-à-dire pas de numéro de téléphone, pas d'adresse. Ça reste quelque chose de relativement public. Donc ça, les données personnelles, laissez-les sur votre CV. Ici, contentez-vous peut-être juste du nom. Ensuite, ce qui va apparaître aussi sur votre profil LinkedIn, c'est votre réseau. On verra combien de personnes à peu près vous avez dans votre réseau. Donc voilà, n'hésitez pas à ajouter des contacts. Ici, vous voyez qu'il y a 500 personnes et plus. Comme Maud le disait, vous pouvez commencer par nous ajouter nous et puis ajouter vos maîtres de stage, vos futurs collègues, etc.
Ce qui va être important aussi, c'est de mettre un en tête. Ici, vous voyez donc que Andy a mis une description un petit peu de ce qu'il a fait, de ce qu'il veut faire. Voilà, n'hésitez pas à mettre 3-4 mots à votre sujet. Ça peut être plus ou moins long, comme vous le souhaitez. Ce qui va apparaître plus bas, mais qu'on ne voit pas sur l'image ici, c'est tout ce qui est vraiment lié à votre expérience, à votre formation, là où vous avez étudié, ce que vous avez étudié, vos expériences professionnelles, donc votre stage ou vos jobs étudiants aussi. Et là, vous pouvez aussi indiquer en dessous, comme Maud le disait pour votre CV, un bref résumé de ce que vous avez eu l'occasion de faire en termes de tâches. Ensuite, ce qui va être aussi indiqué un petit peu plus bas, ça va être tout ce qui est compétences et recommandations. Et ça, c'est assez important, plus que ce qu'on le pense. C'est important, premièrement, de mettre des compétences. Par exemple, des compétences techniques. Si vous avez utilisé des logiciels particuliers, n'hésitez pas à les indiquer dans vos compétences. Et alors, les recommandations, ça peut vraiment être intéressant de demander à votre responsable de stage de vous écrire une petite recommandation à la fin de votre profil pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, pourquoi est-ce qu'il pourrait vous recommander. Si votre stage s'est bien passé, et ça, j'en doute pas, je suis sûre que votre responsable sera ravi d'écrire 2-3 mots à votre sujet et vous, ça permettra de vous différencier vraiment des autres sur votre profil LinkedIn. Voilà, et je vais du coup repasser la parole à Maud pour quelques petits conseils supplémentaires. Merci Victoire. Alors, notre blog, c'est vrai qu'on vous en a parlé en début de présentation, c'est là également que vous retrouverez donc la vidéo, donc l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Vous pouvez également donc aller dessus pour télécharger des templates qui vous aideront à rédiger votre CV. On y poste vraiment fréquemment des conseils par rapport à votre carrière. Il y a également un moteur de recherche qui vous aide pour trouver du travail. Donc, je vous invite vraiment à aller jeter un œil sur notre blog ici rapidement. Et je vous remercie en tout cas déjà vraiment pour votre attention et je vais passer la parole à Isabelle pour les conclusions et répondre à vos questions. Merci Maud, merci Vic. Alors peut-être en conclusion par rapport à cette brève présentation, c'est d'une part vous mettre en avant que les maîtres mots pour votre recherche d'emploi sont certainement le sérieux dans votre préparation, ne pas négliger le sérieux tant pour la rédaction de votre CV que pour la lettre de motivation. L'importance de plus en plus présente du réseautage, comme Victoire et Maud l'ont évoqué, le rôle important de LinkedIn, la connaissance de votre interlocuteur. LinkedIn est une mine d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir le profil de la personne avec qui vous avez rendez-vous sur LinkedIn. D'une part, vous êtes informé et plus vous êtes préparé, plus facile sera votre entretien. Mais d'autre part, la personne sera informée du fait que vous avez été voir sur son profil et sera probablement séduite du fait de votre intérêt et de votre préparation à cet entretien d'embauche. L'entraînement à l'entretien, tant en présentiel qu'en virtuel, on peut certainement vous aider pour les deux aspects. Il y a certainement un aspect stress dans l'entretien, donc il faut se vendre et ce n'est pas toujours évident de se présenter et de se présenter correctement. Vous avez en tout cas les cartes en main pour réussir ces entretiens virtuels et pour vous adapter à une combinaison de travail à domicile et au bureau. On l'a évoqué, le travail hybride. Peut-être au niveau du salaire, pour y revenir, ce qu'on pense de notre côté, c'est qu'il y aura probablement un gel des augmentations salariales pour les mois qui arrivent, mais les salaires d'entrée ne seront pas bradés. Concrètement, les jeunes gradués, les jeunes bacheliers que vous êtes, vous entrerez dans la vie professionnelle au juste niveau de salaire. Et ça, c'est important de rentrer avec cette certitude-là également. Certes, nous sommes dans une situation économique et sociétale sans précédent, qui pourrait laisser la place à beaucoup d'incertitudes, mais ça ne doit pas pour autant nous conduire à de l'immobilisme. Vous pouvez encore décrocher le job de vos rêves aujourd'hui et on est vraiment là pour vous aider. Il y a des secteurs d'activité qui sont porteurs, je l'évoquais, que ce soit le secteur de l'aide à la personne, le côté plutôt mutualité, assurance, le secteur médical, le secteur pharmaceutique, le secteur immobilier, le commerce en ligne. Il y a des secteurs, à l'inverse, qui continuent peut-être à se réinventer. On évoquait le secteur bancaire, le secteur assurance. Certains métiers vont certainement tendre à disparaître, mais immanquablement, d'autres métiers vont se créer. Je pense que c'est sur ces dynamiques-là qu'il faut aussi se poser.
Le Covid vous a offert l'opportunité de l'enseignement à distance. En quelque sorte, vous êtes déjà prêt pour aborder le modèle de travail hybride, tant travailler au bureau que travailler à domicile. Grâce à vos capacités d'adaptation, votre ouverture d'esprit, votre connaissance du numérique et votre expérience à travailler de façon autonome, vous êtes, à nos yeux, prêt pour vous lancer dans le monde du travail. Et à cet égard, nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre future recherche d'emploi. Et comme évoqué, nous sommes ravis de vous aider dans votre recherche d'emploi. Merci de votre écoute. Merci Isabelle, Victoire et Maude. Et donc, avant de clôturer le webinaire, on va regarder si nous avons déjà des questions. Et donc, je vous rappelle que si vous voulez nous poser des questions maintenant, vous avez cette Q&A box, soit au-dessus, soit en dessous de votre écran pour y déposer vos questions en toute anonymité. Je vois qu'on en a déjà quelques-unes qui arrivent. Donc, je vais regarder. Une première question ici. Si nous avons une lettre de recommandation, devons-nous indiquer que nous avons une lettre de recommandation dans le CV? Si oui, de quelle façon? Peut-être poser la question à Maude qui nous a traité du CV. Donc, si nous faisons accompagner le CV d'un mail de motivation ou de recommandation, des lettres de recommandation, pardon, est-ce qu'on doit l'indiquer dans le CV? Je pense qu'effectivement, c'est toujours très bien de les joindre à sa candidature. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on a effectivement le CV, la lettre de motivation et après les lettres de recommandation. Donc, ça fait vraiment tout un petit dossier. Maintenant, pour être sûr qu'on ne passe pas à côté, vous pouvez l'indiquer dans le CV, les références, comme on disait tout à l'heure, les personnes auprès de qui on peut prendre les références. Et là, vous pouvez mettre voir en pièce jointe, par exemple, lettre de recommandation. Comme ça, on sait qu'il y a quelque chose en plus à aller parcourir. Parce que c'est vrai que, voilà, il y a parfois beaucoup de candidatures. Ils vont regarder surtout le CV, la lettre de motivation. Ils ne vont pas toujours prendre le temps de regarder tout ce qui est avec. Donc, important de bien le mentionner effectivement dans le CV qu'à voir pièce jointe par rapport aux recommandations. Oui, c'est effectivement important de le joindre. Autre question, lorsque le recruteur nous demande le salaire auquel on s'attend, que devons-nous dire? Quel est le plafond pour un diplômé bachelier? Ici, c'est en orientation droit. La question est posée. Je ne sais pas si Isabelle, tu peux répondre en tout cas à la question de que doit-on répondre par rapport à une question? Quel salaire attendez-vous? Certainement. Merci pour la question. Le salaire qu'on s'attend, c'est d'une part que le salaire soit conforme au marché de l'emploi. Et donc, on est vraiment plutôt dans cette dynamique-là. Donc, effectivement, le niveau de salaire doit être conforme au marché de l'emploi. Est-ce qu'il y a un plafond pour le niveau de salaire? Alors, je ne sais pas si plafond, on entend par une limite vers le haut ou une limite vers le bas, parce que ça peut être entendu dans les deux cas de figure. Il y a évidemment des barèmes et des minimums qui peuvent être pris en compte, mais à nouveau, le salaire doit être pris dans sa globalité, dans un package, dans un nombre d'heures qui doit être proposé et qui doit être fourni. Et donc, au niveau de la question spécifique pour une fonction en droit, il n'y a pas réellement un plafond parce que une typologie d'entreprise peut offrir un petit peu plus, mais éventuellement, ce petit peu plus peut être lié à des heures supplémentaires qui ne vont peut-être pas être payées en tant que telles. Une autre typologie de structure, peut-être de plus petite entreprise ou de moyenne entreprise, va peut-être payer un niveau de salaire qui peut sembler moindre, mais qui ne va pas inclure des heures supplémentaires. Donc, je dirais, tout ça est à prendre dans un package global de quels sont également les avantages extra-légaux liés au poste qui est proposé. Ok, merci Isa. Il y a pas mal de questions qui arrivent, notamment celle-ci. Vaut-il mieux accepter un job qui ne nous plaît pas trop pour le moment dans des circonstances actuelles économiques ou attendre l'opportunité qui nous fait vraiment envie et prendre patience? Là, je peux peut-être commencer à répondre. Je pense que ce soit dans les circonstances actuelles ou dans d'autres, c'est rare de pouvoir trouver immédiatement le job qui aura tout ce qu'on désire et ce qu'on attend. Donc, je crois que c'est important de bien examiner les possibles, d'être réaliste par rapport à ce qu'on a à offrir
et de peut-être déjà s'intéresser à des fonctions qui offrent une bonne partie des choses qu'on attend dans une fonction et dans une entreprise. Attendre d'avoir l'opportunité qui nous offre tout, c'est compliqué. Et il faut savoir aussi que quand on est dans une fonction, on a aussi, quand on commence à travailler, quand on travaille dans une fonction, on a aussi une influence sur sa fonction et sur l'environnement qui peut être très positive et les fonctions évoluent aussi dans le temps. Donc, je dirais, attendre la perfection, elle n'est pas de ce monde. Maintenant, prendre quelque chose à l'inverse qui serait vraiment uniquement quelque chose de purement alimentaire, bien sûr, ça peut être un besoin. Et donc, à ce moment-là, ben, si c'est un vrai besoin absolu, il faut bien sûr y réfléchir et éventuellement accepter. Mais c'est vrai que c'est difficile de rester aussi longtemps dans une fonction qui ne nous plaît vraiment pas, juste pour le côté salarial ou alimentaire. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter, mais c'est ce que j'aimerais amener comme réponse. Ouais. Sinon, peut-on tirer un avantage du fait qu'on ait exécuté notre stage en télétravail? Dire que nous avons déjà un espace réservé, que nous sommes prêts à faire du télétravail. Bonne question. Oui, Je ne sais pas qui veut je répondre. pense effectivement hein, que là, il y a vraiment déjà une force hein, de votre côté, comme on le disait tout à l'heure, hein, d'avoir déjà expérimenté cela. Je pense effectivement que c'est quelque chose qui peut être mis dans la lettre de motivation, où là, on peut expliquer qu'on a déjà un espace dédié, que c'est quelque chose qu'on a su bien gérer, que ça s'est bien passé, remettre des choses positives par rapport à cette expérience. Et dans le CV, ça peut être mis aussi au niveau de la période de stage. On peut mettre la période de stage en présentiel et la période de stage qui a été effectuée en télétravail. Mais je pense effectivement que ça peut être très intéressant de le mettre déjà en avant dans sa candidature. Ouais. Très bien. Dans la plupart des offres d'emploi que je trouve, les employeurs demandent un master ou au minimum 3 ans d'expérience. Est-ce que cela vaut la peine de quand même postuler alors que nous avons un bachelier et pas encore d'expérience? Ou est-ce perdu d'avance? Qui veut répondre? Moi, Alors, personnellement, je viens entamer la réponse. Simplement, c'est peut-être se relier au premier point qu'on avait un petit peu évoqué dans la clarification des objectifs et se dire effectivement dans quelle mesure la fonction qui est décrite correspond à mon expertise. C'est un point par contre intéressant parce que le bachelier a le côté très pratique que le master n'a pas, donc c'est important de se dire que oui, ça vaut la peine de continuer à postuler. À nouveau, je n'ai pas la spécialisation ou l'orientation spécifique de vos études, mais on a au jour d'aujourd'hui plus que jamais besoin de bacheliers expérimentés et qui vont très vite pouvoir mettre le pied à l'étrier, tout comme on a besoin de master, mais l'un ne se fera pas aux dépens de l'autre. Merci Isa. Par rapport aux fameuses questions, quelles sont vos qualités et vos défauts? On a souvent l'impression que c'est une question piège. Y a-t-il une bonne manière ou une meilleure façon d'y répondre? Bien euh, répondre, pardon, ouais. à cette question peut-être. Moi, je pense pas que ça soit une question piège, pas du tout. Je pense qu'en vous posant cette question, votre futur employeur va aussi vérifier que vous matchez avec l'équipe, avec les valeurs de la société, etc. Et au niveau de la manière de répondre, je pense que le mieux, c'est d'être honnête, en fait, et d'être transparent sans trop l'être, évidemment, en mesurant ce qu'on dit. Mais peut-être de demander, là où vous avez fait votre stage, à votre responsables, aux personnes avec qui vous avez travaillé, quels sont selon eux les points forts que vous avez pu valoriser pendant ce stage ou de quelle manière est-ce que vous les avez impressionnés ou quels sont les points sur lesquels vous pourriez peut-être travailler et comme ça, vous aurez peut-être un panel de points positifs et de points un peu plus négatifs, professionnels à apporter au moment de l'entretien. Vous pouvez demander à votre entourage aussi, à votre famille, à vos amis, comment eux vous perçoivent, quelles sont selon eux la valeur ajoutée que vous avez ou les choses sur lesquelles vous devez travailler, etc. Tout à fait. Important étant d'être authentique aussi, comme disait Maud tout à l'heure aussi dans le CV, et c'est clair. Important d'être authentique dans son dialogue avec l'employeur sur ces questions-là.
quelqu'un qui a une question plus spécifique sur les opportunités pour les profils de bacheliers en droit, qui ne sont, semble-t-il, pas fréquents pour l'instant dans les réponses qu'elle reçoit. Je ne sais pas si Isabelle, tu veux parler un peu de ça avec l'expérience par l'expérience Office Team? Oui, alors au niveau Office Team, pour les bacheliers en droit, à nouveau, ça dépend de l'intérêt et ce que vous recherchez plus spécifiquement, mais on a certainement toutes les fonctions de paralegal, en fait, qui sont certainement toujours recherchées à l'heure actuelle. On a les fonctions dans tout ce qui est cabinet notariaux. On travaille effectivement en support. Alors, c'est peut-être moins aller rechercher l'expérience dans des plus gros bureaux d'avocats, mais par contre, il faudrait voir l'intérêt de la personne en tant que telle et qu'elle n'hésite pas à me contacter le cas échéant, mais par rapport à un secteur d'activité spécifique qu'on pourrait trouver. Mais les études, en tout cas les profils de bachelier en droit, sont certainement recherchés pour leur connaissance et leur rigueur. À nouveau, peut-être quelque chose qu'on n'a peut-être pas suffisamment évoqué, mais il y a un point qui reste important tant sur le marché bruxellois que sur le marché du Brabant wallon dans sa globalité, c'est l'aspect connaissance linguistique. Je voyais aussi une autre demande qui était liée peut-être à l'âge, et ça c'est peut-être, je veux juste faire la parenthèse, sachant que il n'y a pas de critères qui sont liés à l'âge parce que ce sont des critères discriminants et que c'est tout simplement interdit par la loi, donc c'est quand même important de le spécifier. Au-delà de ça, un des tout premiers critères sur lesquels nos clients vont se baser, ce sont vraiment les connaissances linguistiques. Et ces connaissances linguistiques gardent un aspect très important dans la sélection des profils, tant pour la connaissance du néerlandais que pour la connaissance de l'anglais. Et corrige-moi Maud, mais c'est le cas tant dans la Wallonie dans sa globalité que sur Bruxelles. Tout à fait. Et donc, par contre, que la personne avec son bac en droit, ses questions en droit, n'hésite pas à prendre contact avec moi plus spécifiquement pour que je regarde un petit peu plus près son profil. Et donc, vous avez nos coordonnées mail aussi sur le dernier slide. Donc, n'hésitez pas à nous contacter également en direct, qui que ce soit, pour l'une ou l'autre question supplémentaire. Peut-être encore une question ici. Conseillez-vous à un jeune diplômé de s'inscrire dans une agence d'intérim? Si oui, laquelle, sachant que c'est un bachelier en e-business qui nous pose la question. Alors, par rapport à la question générale de l'intérim, je vais peut-être laisser la parole à Maud ou Victoire. Puis on peut Par parler de rapport l'e-business de à manière plus spécifique. l'intérim, par rapport à l'intérim de manière générale, en tout cas, je dirais vraiment très clairement oui. On le voit ici, on accompagne chaque année vraiment des dizaines de bacheliers qui sortent de l'EFEC pour rentrer dans le monde du travail. C'est vrai que quand on les rencontre en entretien, certains sortent de leur stage et savent précisément ce qu'ils veulent, mais pour une grande partie, c'est parfois encore un petit peu flou. Ils veulent encore voir, être sûrs que c'est bien dans ce type d'environnement, dans ce type de fonction. Donc on les accompagne pour des missions temporaires, des missions d'intérim de plusieurs semaines, de plusieurs mois, ou on les accompagne pour des intérims en vue d'engagement. Donc on a vraiment une période d'intérim qui est suivie d'un contrat à durée indéterminée. Également, il y a les étudiants qui continuent les études par la suite. On a vu qu'il y en avait quand même quelques-uns d'entre vous qui continuent par la suite. Là, on peut les accompagner au niveau de l'intérim pour la recherche d'un job d'étudiant. Soit à l'année, parce que parfois ils ont vraiment des disponibilités, un demi-jour, un jour, 2 jours. Et donc là, on peut leur trouver vraiment un job d'étudiant à l'année dans leur domaine ou alors pendant les vacances. Maintenant, par rapport à l'e-business, là, moi, personnellement, je ne saurais pas conseiller, mais je ne sais pas si… Moi, ce que je dirais par rapport à cela, donc nous sommes un bureau spécialisé, donc nous avons différentes spécialisations, comme le disait Isabelle, dans tout ce qui est comptabilité, administration au sens large, qui reprend pas mal de bacheliers, même assez généraux et divers, qu'on peut aider dans des fonctions très diverses. Maintenant, il peut y avoir des sociétés d'intérim différentes de la nôtre, qui sont plus spécialisées dans les business. Donc, j'encouragerais les bacheliers en e-business à explorer un petit peu via le web quelles sont peut-être les agences d'intérim qui se spécialisent en e-business. Il est possible qu'il y en ait quelques-unes que personnellement je ne connais pas comme ça par cœur, mais donc ça vaut la peine de faire quelques recherches là-dessus, sachant que l'intérim est vraiment
Il y a beaucoup de missions qui sont en vue d'engagement aussi et donc qui permettent de rentrer dans le monde du travail de manière très intéressante en fait. Oui, et le côté, on voit, qui est très apprécié par les candidats de passer par un bureau d'intérim, c'est qu'on n'est pas seul. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, ben voilà, on a fait ses cours, on était en contact avec ses professeurs, avec d'autres étudiants, et puis on se retrouve un jour, on est diplômé, voilà, ça y est, il faut se lancer dans le monde du travail, on est un peu seul. Et c'est vrai qu'on voit que les étudiants ici apprécient fort d'être en contact avec nous parce qu'on va vraiment les préparer avant leur entretien. On sera là vraiment pour les accompagner pour le feedback, pour les négociations salariales. Et alors, on va les suivre tout le long de la mission. Donc, ce n'est pas que vous démarrez une mission et puis qu'on disparaît. On est vraiment là pour vous accompagner dans vos débuts dans le monde du travail. Vraiment beaucoup de questions, donc je voulais juste spécifier qu'on va essayer d'y répondre encore dans les 10 minutes, quart d'heure qui viennent, mais je sais qu'on avait prévu ce webinaire jusqu'à 1h15. Les questions auxquelles on n'aura malheureusement pas pu répondre, n'hésitez pas à nous les envoyer aussi par email, hein. Mais on va continuer encore un petit peu. Faut-il spécifier sur le CV et la lettre de motivation si nous voulons travailler à temps partiel? Ou vaut-il mieux éviter de le mentionner car la demande sera directement refusée? Moi, je peux répondre si personne répond. En fait, globalement, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande, et c'est évident que si vous n'envisagez que le temps partiel pour des raisons qui vous sont propres, c'est important de le spécifier parce que vous allez du coup être appelé ou rechercher des fonctions qui correspondent à ce que vous recherchez. Pour les deux parties, ce ne sera pas du temps perdu et il n'y a pas de raccourcis ou de conclusions qui sont directement tirées sur le fait que quelqu'un recherche uniquement un temps partiel. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles des personnes souhaitent faire uniquement à temps partiel. Donc oui, c'est important de le spécifier parce que ça fait gagner du temps à tout le monde, c'est efficace. Quels sont vos conseils lorsqu'on reçoit de nombreux refus liés au manque d'expérience, car beaucoup recherchent des juniors avec 1 à 5 ans d'expérience? Donc moi, je peux en tout cas commencer à répondre et puis ce sera peut-être complété par mes collègues. Le marché est évidemment plus complexe aujourd'hui quand on sort d'un bachelier sans aucune expérience. Mais vous avez, comme on l'a dit, déjà de l'expérience de par vos stages, peut-être par des jobs d'étudiants. Et de nouveau, une bonne préparation et une grande motivation peuvent faire la différence. Montrez aussi vos capacités rapides d'apprentissage et d'intégration des choses. Parce que malgré tout, même si les sociétés vont peut-être rechercher un peu plus vite de l'expérience ou plus souvent de l'expérience aujourd'hui, si vous les convainquez par des exemples de votre rapidité d'apprentissage, d'intégration, vous êtes malgré tout aussi un peu moins cher, comme tout junior, que des gens qui ont déjà 3-4 ans d'expérience. Et donc, le return on investment, le retour sur investissement d'un employeur, si vous le convainquez de votre potentiel et que vous utilisez déjà votre expérience précédente, que vous avez une référence qui peut être très positive d'un maître de stage ou d'un job d'étudiant, tout ça, et la motivation que vous montrez aussi en entretien, d'abord par votre CV, votre lettre de motivation, mais aussi en entretien, peuvent vraiment faire la différence aussi et convaincre finalement un employeur que oui, c'est un bon investissement ici d'investir dans ce junior parce que le potentiel est là, l'envie est là. Donc, il ne faut pas se décourager. Comme on l'a dit au début, c'est vrai que vous allez probablement recevoir plus de non aujourd'hui que l'année passée. Mais les opportunités, il y en a. Il ne faut pas se décourager, continuer à mettre son travail sur le métier tous les jours par rapport hein, à ses candidatures et sa stratégie hein, de lancer des candidatures dans le marché et rester positif. J'ai c'est une question plus spécifique, mais quelqu'un qui a 39 ans, qui a obtenu son diplôme en COMEX en septembre, se pose la question, est-ce qu'il y a un scepticisme pour un employeur à engager quelqu'un de cet âge?
quelqu'un veut prendre la Alors, question. moi, je vais répondre. Ça aborde le critère que j'avais déjà évoqué. Il y a, en tout cas, en Belgique, quelque chose qui est régi par la loi, qui sont entre autres les critères de non-discrimination. Et l'âge fait partie des critères de non-discrimination. Donc, en tant que tel, c'est pas l'âge qui va motiver ou pas motiver nos clients à engager un candidat potentiel. Je pense qu'il y a vraiment deux aspects. Il y a les critères objectifs, c'est de se dire est-ce que la personne a le bon diplôme lié à une expérience de stage probante et quelle va être la valeur ajoutée de cette personne au sein de la société. Le deuxième critère que j'évoquais un petit peu plus tôt, ce sont les connaissances linguistiques. Et ça, c'est vraiment un des critères sur lesquels nos clients font souvent des choix, puisqu'à l'heure actuelle, je pense que les connaissances du package MS Office sont assez systématiques, mais on peut avoir des critères aussi ou des choix qui sont faits sur une connaissance plus spécifique d'Excel, des macros, des tableaux croisés, dépendant à nouveau de ce pourquoi vous postulez. Et puis, il y a le critère qui va être plutôt subjectif de est-ce que je vois cette personne s'intégrer convenablement dans l'entreprise, mais d'expérience, en tout cas au niveau de l'intérim, on place vraiment des candidats, je vais exagérer, mais de 7 à 77 ans. Qu'est-ce que je veux dire par là? On travaille avec des étudiants qui n'ont pas encore fini leurs études et on travaille tout autant avec des candidats qui, in fine, prennent leur pension via nos services. Donc, le critère de l'âge n'est pas le critère en tant que tel qui va vous empêcher de trouver un travail. Ça va peut-être être plutôt comment combiner une expérience qui va apporter une valeur ajoutée aux collaborateurs dans ma société. Je me demandais si un Erasmus est aussi bien considéré qu'un stage pour un employeur en Belgique. Je veux bien Peut-être répondre. la Moi, valeur d'un Erasmus, oui. je pense que c'est effectivement, hein, c'est très bien considéré. Maintenant, ça dépend toujours quel stage on fait et quel Erasmus on va faire et qu'est-ce qu'on va en retirer, comment on va en parler aussi lors des entretiens. Mais clairement, c'est très apprécié parce qu'on se dit que la personne, voilà, a pu se débrouiller au niveau allez, intégration également, au niveau langue. Hein, très souvent, ça reste quand même très souvent le but aussi. Non, c'est quelque chose de très, très positif. Très bien. Donc Isabelle, tu parlais aussi des langues. Encore une question ici sur les langues. Si l'on dit aux recruteurs que l'on est en train ou que l'on va se former en anglais ou en néerlandais, est-ce pertinent? Mais oui, j'ai envie de dire oui. Maintenant, moi, si je suis recruteur, je trouve que c'est peut-être un peu tard. Et donc, ce qui va peut-être nous rassurer, nous, quand on rencontre un candidat, c'est qu'il est à tout le moins déjà la maîtrise d'une des deux langues. On parlait du néerlandais et de l'anglais, mais c'est vrai que quelqu'un qui est unilingue aujourd'hui, c'est vraiment un problème dans le marché de l'emploi, où que ce soit en Belgique, parce qu'on est de plus en plus, on interagit de plus en plus les uns avec les autres. Et donc, l'anglais sera nécessaire, le néerlandais sera nécessaire et le français sera nécessaire. Et c'est vrai que si à la fin des études de bachelier, moi je me retrouve avec quelqu'un qui a uniquement du français, je vais me poser des questions en termes de capacité d'apprentissage sur une seconde langue et encore plus sur une troisième langue. Donc, je pense que si on a déjà une bonne maîtrise d'une seconde langue, autant investir un maximum dans cette seconde langue, que ce soit l'anglais et le néerlandais. Et à ce moment-là, le fait de justifier que je vais m'investir un petit peu plus dans une troisième langue semblera plus accessible. Oui, j'ajouterais qu'il n'est évidemment jamais trop tard malgré tout, hein, et que c'est vrai que toute occasion à ce moment-là de perfectionner ou même de commencer un niveau correct de néerlandais et d'anglais est évidemment une démarche positive et intéressante pour le marché de l'emploi à court, moyen et long terme en Belgique, hein, ça c'est certain. Les recruteurs doivent-ils nous donner une raison pour laquelle ils ne veulent plus continuer dans la procédure de recrutement avec nous? Donc, lorsqu'on a un refus ou un non, doit-on attendre absolument du recruteur ou est-il obligé de donner une raison? Alors, pareil, moi, je peux répondre. Non, il n'y a pas d'obligation de donner une réponse. Maintenant, je pense que c'est intéressant et c'est enrichissant de poser la question, effectivement, pourquoi est-ce que ma candidature n'a pas été retenue pour ce poste? C'est intéressant parce que je pense que
Si l'erreur vient de ma part, ben, je peux apprendre de mes erreurs. Donc, c'est intéressant de voir comment j'ai été perçue dans l'entretien et qu'est-ce qui s'est éventuellement mal passé. Après, il y a des critères qui restent des critères subjectifs. C'est vrai que si on restait deux en fin de parcours et que le client ou l'employeur a préféré un candidat plutôt qu'un autre, ça reste peut-être parfois subjectif avec qui la personne se voit travailler. Et là, malheureusement, je ne peux pas demander une justification en tant que telle. Mais il y a de quoi apprendre d'un refus éventuel pour un entretien. Tout à fait. Tout feedback est intéressant, en fait, par rapport à vos démarches aujourd'hui, hein. Si l'on a eu un parcours atypique, c'est-à-dire qu'on a dû recommencer une année durant notre bachelier, comment la justifier lors d'un entretien? Je pense que comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment la transparence, d'être honnête. Ça arrive à beaucoup de candidats et c'est vrai que voilà, pour toute une multitude de raisons, il peut y avoir eu des soucis privés, des soucis de santé, une hésitation, une année où on n'a pas voulu faire grand-chose. Après, bon, il faut forcément bien formuler les choses, c'est important. Il faut quand même que ça reste, qu'on voit la motivation maintenant. Voilà, vous avez eu le diplôme, vous l'avez terminé, mais je pense que c'est important de rester transparent. Après, il y a peut-être des choses privées, personnelles que vous n'aurez pas envie de divulguer non plus. Ça, vous pouvez le dire aussi, de dire, ben voilà, il y a eu des choses personnelles, une situation privée qui était compliquée, donc j'ai dû mettre mes études en stand-by pendant une année pour reprendre par la suite. Voilà, je pense que c'est important qu'on sente une honnêteté et une transparence dans votre discours. Et à partir du moment, je trouve, où le discours est honnête et transparent, tout peut être dit, hein. Tout à fait. Quelqu'un qui a une question salariale. Vous parlez du fait que les salaires ne sont pas gelés, même si on a quand même parlé de stabilité au niveau des salaires. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas, comme peut-être les années précédentes, des augmentations significatives pour certaines fonctions dans les salaires. Donc c'est plutôt une stabilisation aujourd'hui. Mais la question est, on ne m'a proposé aujourd'hui que des plans formation insertion. Et donc, je ne vois pas comment continuer le dialogue salarial, entre guillemets, avec les employeurs lorsqu'on est dans un plan formation-insertion ou qu'on nous propose un plan formation-insertion. Oui, ça, je pense que c'est une aide du Forum avec une indemnité forfaitaire liée à l'employeur. Non, le plan formation-insertion, je ne connais pas non plus le background et l'expertise. Il reste, comme on l'avait évoqué, toute une série de fonctions qui sont très forts en demande. Il y a peut-être des masters, des bacheliers pardon, qui aujourd'hui sont un petit peu moins porteurs, mais c'est de regarder et à nouveau, moi je viens backstage, ou en tout cas le faire en aparté, c'est de regarder le profil et de regarder quelles sont les opportunités qui s'offriraient à vous aujourd'hui. Plan formation insertion a sa valeur ajoutée de vous mettre déjà le pied dans la formation professionnelle et de pouvoir justement valoriser d'une expérience professionnelle. Donc en tout cas, moi je le prendrais comme tel et pour ce qu'il est. Et effectivement, c'est lié à une indemnité forfaitaire qui est limitée, mais c'est aussi limité dans le temps. Donc il y a à la fois l'employeur qui va vous former et vous allez ressortir avec une expérience par la suite, mais c'est vrai que ce serait de voir qu'est-ce qui manquerait éventuellement pour vraiment pouvoir aller rechercher une expérience professionnelle avec le salaire plus conséquent à ce moment-là. Encore peut-être une question salariale. En ayant fait un master, pouvons-nous exiger un barème salarial minimum? Exiger entre guillemets, hein. Alors, exiger, il y a d'office dans beaucoup de sociétés un différentiel qui est fait entre le niveau bachelier et le niveau master, à nouveau. Dans d'autres, donc, et on peut le revoir aussi dans le secteur public, hein, où il y a vraiment des barèmes qui sont liés au niveau d'études. Dans toute une autre série de secteurs, le secteur privé, en fait, s'il y a un niveau de salaire qui est alloué à une fonction et que la personne soit bachelière ou master, ça n'induit pas nécessairement un différentiel au niveau de salaire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est moins ce côté exigence. Ce qui va être intéressant, c'est de s'assurer que le niveau de salaire soit conforme au marché,
d'avoir cette première expérience professionnelle et de voir effectivement si on a envie d'évoluer tant au niveau salarial qu'au niveau contenu de fonction, c'est peut-être poser la question lors d'entretien, quelles sont les possibilités d'évolution que j'aurai au sein de la société, et l'un, je dirais, sera lié à l'autre. On va encore prendre une dernière question et puis de nouveau, je vous invite à nous envoyer vos autres questions à l'un ou l'autre d'entre nous. Lorsqu'un employeur nous appelle pour un job et que l'on a, je pense alors, parce que j'interprète un tout petit peu la question que je ne comprends pas complètement. Donc, lorsqu'un employeur nous appelle pour un job, vaut-il mieux préciser qu'on a de l'intérêt pour un autre domaine, mais que les deux domaines nous intéressent malgré tout? Donc, c'est plutôt la question si on est appelé pour une fonction spécifique, mais qu'on a un plus grand intérêt pour autre chose, comment se positionner finalement? Mais je dirais que c'est un petit peu comme on disait tout à l'heure aussi, si c'est vraiment quelque chose qui ne vous intéresse vraiment pas du tout, qui n'est vraiment, voilà, hein, on est tout à fait hors scope par rapport à votre formation, par rapport, oui, là je pense qu'on peut le dire. Par contre, je pense que ou sinon, c'est toujours intéressant d'avoir un contact, d'avoir un entretien, de voir ce qu'ils peuvent proposer, parce qu'il y a un domaine, mais après, chaque société est tellement différente, les contacts qu'on aura avec les personnes, les choses qu'ils vont pouvoir vous proposer. Je pense que c'est quand même de toute façon intéressant de pouvoir s'intéresser, voir un petit peu ce qui peut être proposé, d'avoir au moins les premiers contacts, et après, rien ne vous oblige. C'est pas parce que vous allez en entretien, même c'est pas parce que vous avez une offre, qu'on fait vraiment une proposition salariale, une proposition de contrat, qu'elle doit être impérativement acceptée. Après, le but n'est pas de faire perdre du temps, à quelqu'un, ni le vôtre non plus. Si vous savez effectivement dès le départ que de toute façon, même si vous avez une proposition d'emploi, vous n'accepterez pas. Mais je pense que sinon, tout contact peut être intéressant dans le monde du travail pour la suite. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que c'est une belle conclusion, Maud. Je voudrais en tout cas, au nom de mes collègues et de Robert Hall, vous remercier toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire et pour votre intérêt par vos questions également. Comme nous l'avons dit, nous restons disponibles via mail ou même après par conversation téléphonique ou Teams ou Et Zoom LinkedIn. ou Skype et LinkedIn pour répondre à vos autres questions. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos recherches. Persévérance est le leitmotiv et à bientôt peut-être pour des contacts directs. Bon après-midi à tout le monde.